C'est officiel, One Piece est en train de prendre une tournure qui nous mène droit vers le dernier arc d'une œuvre qui dure aujourd'hui depuis plus de 24 ans. Nous sommes sur le point de vivre une période absolument légendaire et qui marquera l'histoire de cette œuvre. L'ère de la piraterie est en marche, celui que Goldie Roger attendait se révèle enfin. Il est ici, l'homme qui n'est plus apparu depuis plus de 800 ans. Joy Boy, le garçon souriant, capable de lever l'aube sur Wano Kuni et libérer les peuples esclaves de la tyrannie. Les tambours résonnent dans les oreilles de l'éléphant millénaire et signent la renaissance du sauveur, Monkey D. Luffy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 1043 intitulé « Mourons ensemble ». Voilà bientôt 4 ans que je théorise sur la possible mort de Luffy qui éveillera son fruit du démon pour revenir en tant que Joy Boy. Et nous y sommes enfin. Il était alors tout naturel qu'une review soit nécessaire pour vous dévoiler les plus grands secrets cachés dans l'éveil de Joy Boy, l'homme guidant Luffy au sommet du monde. Préparez-vous bien et si vous souhaitez me soutenir, alors c'est le moment de laisser un like à cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus réactifs dans les dernières vidéos à chaque fois que je vous le demande, alors un immense merci pour ça. À présent, ouvrons le rideau sur la guerre au sommet du crâne. Le chapitre prend là où le précédent s'était arrêté, Monkey D. Luffy s'effondre et l'homme aux 100 bêtes est déclaré officiellement grand vainqueur. Un résultat qui marque pour la première fois dans l'histoire de One Piece la défaite du personnage principal. Le chef du CP0 l'a compris, tout comme lui fait remarquer Kaido. Il est à cet instant bien conscient des conséquences qui vont advenir. Des mots identiques à ceux du Gorosei lorsqu'ils lui donnèrent sa mission. Il pose alors son doigt sur son chapeau, tel un signe d'adieu ou pour indiquer que sa mission est achevée. Le CP0 aura prouvé dans cet instant solennel la grandeur de cette unité d'élite secrète. Une mort distinguée et digne d'un gentleman qui, une fois encore, démontre toute la minutie d'Oda à faire quitter ses personnages de la scène. Une scène qui s'enflamme par le retour du dragon qui rejoint dès à présent l'intérieur du château pour annoncer cette terrible fatalité. Monkey D. Luffy est mort. Sa voix a disparu et l'île au crâne s'apprête à s'effondrer sur la capitale des fleurs. Le projet New Onigashima est sur le point de se réaliser. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. Law, Kid et les troupes alliées sont à bout de force, mais tentent malgré tout de résister, tandis qu'à l'extérieur, Momonosuke comprend qu'il est trop tard et souhaite abandonner. Yamato lui hurle qu'il doit se battre, telle est la voix du Bushido, telle est la voix du futur shogun de ce pays. S'il abandonne maintenant, tout ce pourquoi les gens se sont battus durant ces 20 dernières années aura été vain. Elle préfère mourir avec lui sans regret que vivre esclave d'un destin, l'enchaînant vers une mort certaine. C'est dans ce chaos que les tambours résonnent. Il est ici, une voix qui ne fait plus entendue depuis plus de 800 ans. L'éléphant millénaire le dit, Joy Boy est de retour. Et Luffy s'éveille enfin. La lumière de la liberté capable de redonner l'espoir et le sourire au monde est sur le point de lever l'aube au pays des samouraïs. Au-delà d'être un chapitre épique, c'est toute la thématique autour de l'esclavagisme qui prend son sens dans l'œuvre. De Joy Boy en passant par Nika, il ne fait plus l'ombre d'un doute que ce sujet est au cœur même du trésor du One Piece. En comprenant l'origine du nom Joy Boy, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, la culture vaudou des Haïtiens. Joy Boy incarne l'esprit de la musique et du tambour. Le garçon joyeux et souriant, effaçant tous les problèmes dès lors où il frappe inlassablement son tambour. Tous ceux entendant sa mélodie et son rythme ne peuvent s'empêcher de danser et chanter jusqu'à que tous leurs problèmes s'effacent et tombent dans l'oubli. En étudiant davantage l'histoire haïtienne, j'ai découvert que Joy Boy ne serait pas la seule référence à cette culture dans One Piece. Papa Legba est le plus grand des esprits. Aucune cérémonie ne peut avoir lieu sans lui. Il se caractérise d'un chapeau de paille entouré d'une bande rouge. Une troublante référence à l'emblème de notre héros Monkey D. Luffy, mais qui pourtant ne s'arrête pas là. Ses croyances sont originaires du royaume de Dahomey, un pays où l'esclavagisme était bien supérieur à tout ce qui pouvait exister. La légende de ce pays raconte qu'il aurait été créé sur le ventre de Da, le serpent, tout comme le château Pangea dressé sur la montagne rouge Red Line, aussi appelé le serpent rouge sang. Ce pays en proie à l'esclavagisme durant des décennies fut un jour libéré par un ancien esclave qui fut autrefois un puissant roi. Déchu de son trône et prisonnier par les forces françaises, il décida un beau jour de briser ses chaînes pour lutter contre l'occupation
l'occupation aux côtés des célèbres guerrières amazones. Il mit le feu au palais, libéra les esclaves et scanda « Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux ». Son nom résonna à travers le monde et fut surnommé l'homme requin. Un récit qui m'a alors beaucoup rappelé celui de Fisher Tiger, l'homme poisson devenu esclave qui libéra les Amazones et mit le feu à Marie-Joise, terre aux origines françaises. En allant même un peu plus loin, le drapeau utilisé pendant cette dure période d'esclavagisme avait pour effigie un éléphant gris couronné, un animal qui n'est pas sans rappeler Zunesha, l'éléphant millénaire qui fut autrefois l'ami de Joy Boy. Des parallèles qui démontrent toute l'importance du thème de l'esclavagisme dans One Piece et qui aurait pu être une source d'inspiration pour Eiichiro Oda. Une thématique qui se poursuit d'autant plus avec le mystérieux personnage apparu il y a peu, Nika, le guerrier légendaire. Autrefois considéré comme le dieu soleil, il viendrait un jour libérer les esclaves de leurs tourments et les faire sourire à nouveau. Et ce nom a justement plusieurs origines possibles. En japonais, on peut le traduire sourire. Une onomatopée qui sera utilisée sur la dernière case lorsque Luffy sourit. En grec ancien, Nika se traduit victoire et fut employé durant la plus grande révolte populaire qui aspira à être la lumière des prisonniers. Dans les mythes aztèques, peuple ayant inspiré les Chandia, on retrouve le dieu du soleil et de la guerre dont la pose rappelle beaucoup celle de Nika. Pour l'honorer, des sacrifices humains étaient faits durant les grandes cérémonies. À nouveau, c'est à Jaya que nous retrouvons cet événement avec le sacrifice de Mousse stoppé par le grand Norland. Oda avait donc déjà à cette époque introduit l'importance d'un dieu solaire chez les peuples ailés et vous allez voir juste après à quel point l'arc Skypiea se relie à celui de Wano. En conclusion, qu'il soit appelé Joy Boy ou Nika, ces deux déités semblent incarner la même entité, celle d'un élu capable de sauver les peuples esclaves de la tyrannie et redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. C'est pourquoi je pense que Nika, symbole du sourire, et Joy Boy, symbole de joie, ne sont en réalité qu'une seule et même personne, à l'image du haki changeant de nom selon les pays. Les Bilkans le nomment mantra, tandis que chez les samouraïs, il correspond au Ryuo. Pourtant, il s'agit bien dans les deux cas du haki. C'est pourquoi je pense que quel que soit le nom donné à l'élu, Joy Boy, Nika, Lucy ou encore Monkey D. Luffy, ils incarnent une seule et même entité, l'homme capable de ramener l'aube sur le monde. Ce chapitre aura en tout cas permis de m'en confirmer une chose très importante. Oda a fait un véritable parallèle entre les arcs de Skypiea et Wano. Bien qu'ils soient de mythes et de cultures différentes, on retrouve un effet miroir entre ces arcs. Une théorie à ce sujet est en préparation depuis plusieurs mois maintenant, mais je n'ai pas eu l'occasion de la terminer faute de temps. Alors en attendant de la publier, je vais déjà vous dévoiler certaines de mes découvertes. La première concerne l'importance des esprits dans One Piece. Comme on l'a vu, Joy Boy incarne l'esprit de la musique et des tambours dans la culture vaudou. Chez les Chandia, leurs ancêtres sommeillaient en chacun des arbres de la forêt sacrée, tandis qu'à Wano, on les nomme les yokai, esprits résidant dans la faune, la flore et même dans des objets. Le second est le parallèle du son. La flamme de Chandora, symbole des ancêtres décédés, devient alors le festival du feu à Wano, où les habitants célèbrent les défunts et écrivent un souhait pour leur rendre hommage. À l'instant où les lanternes s'envolent, l'esprit de Joy Boy s'éveille. Comme un coup du destin, le son des tambours qui ne fut plus entendu depuis 800 ans résonne telle une cloche de Chandora qui ne sonna plus depuis 400 ans, annonçant alors la renaissance du Sauveur. Un message qui indique que la guerre est sur le point de s'achever. Cet espoir renaît en Luffy et Oda le symbolise de nouveau à travers la musique. Les tambours japonais taiko étaient initialement destinés à appeler les dieux et servaient sur les champs de bataille à encourager les soldats à ne pas perdre espoir. Cet espoir perdu par les habitants de Wano lorsque Luffy fut déclaré mort. Dès lors où Momonosuke et l'eau ne percevaient plus le battement de cœur de Luffy, l'espoir d'une victoire s'envola. Mais il réapparaît à l'instant où les tambours résonnent, symbolisant métaphoriquement le cœur de Luffy se mettant de nouveau à battre. Cette image du sauveur, je l'ai longuement traitée dans différentes vidéos, mais l'une d'elles mettait en lumière le fait que Luffy, au moment de sonner la cloche de Chandora, symbolisait la renaissance du Christ, celle dont les cloches de Pâques sonnaient son retour.
Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se reproduit à Wano. En sonnant les tambours, Joy Boy renaît en Luffy. Et il s'agit là bien à nouveau d'une référence chrétienne, puisque la rébellion qui conduit le Japon à fermer ses frontières fut orchestrée par les chrétiens. Et Oda connaît parfaitement cette époque, puisqu'il a introduit une référence à travers les hommes poissons, forcés de piétiner la photo d'Otohime, tout comme les Japonais avec la Vierge Marie durant la fermeture du Japon. Il est alors de nouveau très ironique de voir qu'à Skypiea comme à Wano, cette religion tient une place importante pour symboliser la venue du Messie. La dernière référence, quant à elle, est symbolisée par la danse. C'est au chapitre 253 que de nombreux fans ont noté la ressemblance entre Nika et Luffy. On y aperçoit les Mugiwara chantant et dansant autour d'un grand feu. Cependant, peu de fans se sont arrêtés sur les détails en arrière-plan. Sous les coups de tambour d'Usopp, les Mugiwara dansent entourés d'une ribambelle de loups, tandis que Luffy tente d'imiter leurs cris. Ganford dira même qu'ils sont parvenus à apprivoiser les loups célestes. On retrouvera par ailleurs cette scène ainsi que ces loups au chapitre 299 pour illustrer le banquet final. Ainsi, cette danse des loups autour de la flamme de Shandora m'a alors fait prendre conscience du double sens qui pourrait se cacher derrière tout ça. Comme j'ai pu le démontrer par le passé, les peuples célestes sont inspirés des tribus aborigènes de notre monde. Selon les traditions anciennes, le loup était considéré comme l'animal le plus sacré des populations indiennes. Pour l'honorer, le peuple célébrait la danse du loup où les initiés entraient en communication avec les esprits. Cette initiation était alors une reproduction de la mort et de la renaissance. La légende raconte que le loup de l'Est se réincarnera dans le corps d'un enfant et s'éveillera en un redoutable guerrier. À présent, revenons à Wano. La danse et le loup sont deux thèmes pouvant se rapporter à un seul personnage, Yamato. Le loup s'incarne de par son fruit du démon, le Okushi no Makami, loup protecteur du Japon. Quant à la danse, elle se rapporte à son histoire avec la déesse du soleil Amaterasu. La légende raconte que lorsque cette dernière s'enferma dans la grotte, la divinité de la bonne humeur exécuta la danse du Kaguya sous les sons des tambours, ce qui éveilla la curiosité de la déesse du soleil et la fit sortir. Cette grotte, on la retrouve bel et bien associée à Yamato lorsqu'elle fut retenue prisonnière par Kaido. Quant à la danse, elle apparaît à 2 reprises à Wano. La première exécutée par Oden, qui lui valut le surnom de Seigneur Stupide, et la seconde où elle est appelée Kagura dorée par Queen durant le festival du feu. Finalement, dans ce chapitre, c'est bel et bien Yamato qui dit à Momonosuke de ne pas perdre espoir et qu'elle est prête à mourir à ses côtés s'il le faut. Et elle a bien eu raison d'y croire, puisque Zunesha indique entendre cette mélodie. Joy Boy réapparaît dès lors où Monkey D. Luffy s'éveille. Son cœur, jusque-là éteint, s'anime de nouveau au rythme des tambours, symbolisant l'éveil du sauveur et de son fruit du démon. Et nous y sommes enfin. Voilà bientôt 4 ans que je théorise sur la possible mort de Luffy, qui de par sa défaite mènerait au réveil du tant attendu Joy Boy. Une théorie que j'ai longuement détaillée dans diverses vidéos, à commencer par celle des chakras où j'expliquais que pour réveiller son nouveau gear, Luffy se devrait d'accepter qu'il est l'élu. Plus tard dans ma vidéo Les origines de Luffy, j'expliquais pourquoi notre Mugiwara ne serait pas la réincarnation de Roger, mais bien celle de Joy Boy. Enfin, dans mes diverses reviews comme celle du chapitre 935, 968, 990 ou même 1000, j'expliquais que Luffy se devait de mourir pour ainsi réapparaître en tant que l'élu de la prophétie et éveiller son fruit du démon. À cette époque, j'imaginais cependant qu'Oda ferait cette révélation au chapitre 999 et 1000, pensant qu'il s'agirait du dernier round entre Luffy et Kaido. À défaut de m'être trompé sur le chiffre, c'est bien de cette manière qu'il a décidé aujourd'hui de faire réapparaître Joy Boy et l'éveil du Gomu Gomu no Mi. À présent, le tout est de comprendre comment Luffy est parvenu à faire battre de nouveau son cœur et sous quelle forme son fruit s'éveille. Notre futur roi des pirates l'avait bien dit, il s'agissait là de son tout dernier gear pour vaincre Kaido. Sans le chef du CP0, l'issue du combat aurait pu être totalement différente. D'autant que Luffy a affirmé avoir compris comment vaincre Kaido et qu'il ne perdrait pas. Au chapitre 1008, il déclarait avoir déjà traversé l'enfer plus d'une fois et le maîtrise désormais. Là où Kaido lui avait répondu que cette lueur dans ses yeux ne mourrait jamais. À l'image de la flamme de Shandora, rien ne peut éteindre la passion qu'a Luffy de vouloir sauver les gens de l'injustice. Et c'est probablement ce qui a fait qu'aujourd'hui, Luffy soit parvenu à faire battre de nouveau son cœur. Mais d'où
provient ce mystérieux pouvoir qu'il vient d'éveiller. Le seul à notre connaissance ayant eu la capacité de faire rebattre son cœur fut le dieu des tambours Ener, qui utilisa son Logia de la foudre pour se réanimer. Or, comme on le sait, le caoutchouc n'est pas conducteur. Il n'a donc aucun moyen plausible de faire parvenir de l'électricité dans son corps. La seule manière de comprendre comment il y est parvenu serait d'étudier ses différentes défaites face à l'homme aux 100 bêtes. La première fois que Luffy tombe au chapitre 924, Kaido se sentait fixé du regard. Il ne savait pas si cela venait de sa rage de vaincre ou d'un faux semblant. C'est au même instant que l'Haki des rois de Luffy s'active tout en étant inconscient. Chapitre 1010, Luffy tombe une seconde fois face au Ragnarok de Kaido et de nouveau, l'homme aux 100 bêtes perçoit ce regard qui le dévisage avec toujours plus d'intensité. Troisième round au chapitre 1013, Luffy tombe d'Onigashima. Il parvient durant sa chute à parler à Momonosuke et même à l'équipage des Hurt tout en étant inconscient, leur indiquant qu'il va bel et bien vaincre l'empereur. Quatrième et dernier round d'aujourd'hui, Luffy s'écroule après avoir reçu de nouveau un Raime Hake. Mais cette fois, Luffy parvient à refaire battre son cœur et éveille à la fois Joy Boy et son fruit du démon. Le point commun de ces 4 scènes est simple, l'évolution de son Haki des rois, de par la persévérance de Luffy à prendre des coups et à en donner à son adversaire. Le Haki des rois réside avant tout dans sa volonté d'être un conquérant, et plus vous combattrez, plus vous deviendrez performant. C'est exactement le principe même du fruit de Kaido et la légende de la carpe koi. C'est à force de persévérance que la carpe se transforme en dragon. Luffy a donc dû comprendre qu'à force de persévérer en assénant Kaido de coups, ses écailles parviendraient à se briser. C'est la raison pour laquelle Kaido commençait à esquiver. Durant le 3e échec de Luffy, l'empereur précise qu'il n'a pas encore la maîtrise du Haki des rois. Mais comme l'a si bien expliqué Rayleigh, le Haki des rois évolue en fonction de la persévérance, du nombre de combats et de l'amélioration du Haki de l'observation et de l'armement. Et c'est précisément ce qui se produit depuis l'arc Wano. Certes, Luffy enchaîne les défaites, mais il s'améliore et devient donc plus fort. Cette force lui permet alors peu à peu d'affaiblir son adversaire jusqu'au moment où il parviendra à briser les écailles du dragon. Cette carapace rompue, Luffy n'aura plus qu'à mettre le coup final. Si le chef du CP0 n'était pas intervenu, c'est probablement ce scénario que nous aurions pu avoir. Or, Luffy s'effondre, mais réapparaît sourire aux lèvres avec un nouveau pouvoir entourant son corps. Tandis qu'au même moment, Zunesha annonce que Joy Boy est de retour. Alors, quelle corrélation y a-t-il entre le fruit du démon de Luffy, Joy Boy et ses coups de tambour ? Les hypothèses sont bien trop nombreuses avec le peu d'informations dont nous disposons. Un éveil du Gomu Gomu no Mi permettrait de faire fondre le caoutchouc, devenant ainsi du latex grâce aux propriétés de la vulcanisation. Si Luffy est en mesure de le durcir tout en gardant son élasticité, chose impossible selon Doflamingo et Kaido, il ne serait alors pas fou que son fruit passe à l'état liquide. On est donc en droit de se demander si le fruit de Luffy est un véritable paramecia, et si ce dernier ne cacherait pas une autre forme associée au soleil ou encore à un autre fruit du démon. Mais même si ces hypothèses sont intéressantes, ce n'est pas celle que je vais aborder principalement dans ma vidéo d'aujourd'hui. Mais je vais davantage m'intéresser à ma précédente théorie, le fameux principe du chakra. Comme expliqué dans cette dernière, le développement du Haki de Luffy ainsi que de ses gears résultait d'un déblocage de ce que l'on nomme les chakras. Ainsi et jusqu'à présent, notre chapeau de paille était parvenu à atteindre le 4e palier suite à son entraînement avec Rayleigh. Cependant, pour que Luffy puisse débloquer le 5e chakra, aussi appelé le chakra du son, ce dernier se devait de suivre un nouvel entraînement et ainsi accepter qu'il soit l'élu Joy Boy. Avec ce chapitre, ma théorie se confirme bel et bien. Luffy a suivi un entraînement aux côtés d'Hyogoro, le son représente bien les tambours et Joy Boy est de retour. C'est pourquoi je pense que l'éveil de Joy Boy résulte bien de son Haki des rois. En l'ayant suffisamment avancé et à force de persévérance, l'âme de l'élu qui résidait en lui s'est finalement éveillée, tout comme son fruit du démon. Ce qu'a ressenti Zunesha à l'instant où les tambours résonnent est tout simplement le Haki du conquérant. Une volonté si forte à vaincre Kaido et libérer le pays que l'éléphant millénaire comprit que Joy Boy était de retour. Celui que le monde attendait. Et un détail pourrait d'autant plus appuyer mon hypothèse. Bien que Luffy soit tombé inconscient des suites du Raime Hake de Kaido, notre chapeau de paille est parvenu à activer son Haki des rois. Preuve que sa volonté dépasse même l'inconscient. Tous les gears de Luffy après l'ellipse ont été développés en fonction du niveau de leur Haki. Le Gear Force Bondman contre Doflamingo s'est centré exclusivement sur le
haki de l'armement et la puissance. Le Gear Force Neckman contre Katakuri a pris place après l'éveil de son haki de l'observation et sa capacité à voir dans le futur. Maintenant que le haki des rois a été éveillé face à Kaido, le schéma peut se répéter et Luffy pourrait dévoiler un Gear développé autour de cette forme du haki. Là où cette théorie devient encore plus intéressante, c'est grâce à Zoro. Dans le chapitre 1010, après avoir attaqué Kaido avec sa technique Ashura, l'empereur aperçut en lui la forme du haki des rois, chose qui n'avait jusqu'à présent jamais été confirmée pour Zoro. Pourtant, 15 ans plus tôt, lorsque Luffy utilisa pour la première fois Ashura, Kaku ne mentionna pas le haki des rois en voyant cette entité démoniaque, mais bien sa détermination. Sa détermination, sa volonté, son esprit. Les termes précis désignés par le kanji utilisé dans la version originale de cette page et qu'on retrouve dans l'écriture du mot haki. Ainsi que ce soit Kaku ou Kaido, tous deux ont ressenti le haki des rois de Zoro à chaque fois qu'Ashura était utilisé. Pour Luffy, il s'agirait alors de la même chose. C'est son haki des rois éveillé à un point encore jamais atteint qui pourrait faire apparaître l'esprit ou l'avatar de Joy Boy. À l'image d'Ashura pour Zoro, cette entité marquera l'apparition et l'utilisation du prochain gear de Luffy. Un gear basé sur l'utilisation du haki des rois et qui permettrait à Kaido de reconnaître en Luffy le véritable Joy Boy. Ce qui s'expliquerait d'autant plus par le choix d'Oda d'avoir fait cette révélation au chapitre 1043. Ce chiffre dissimule un sens profond et riche de sens, puisqu'en japonais, le chiffre 43 est lié à la résurrection et se lit Yomi. En Goroase, 1043 peut vouloir dire Hitotsu no Shisan, un atout ou le retour d'un esprit. Annonçons ainsi la couleur de cette fin de chapitre légendaire avec le retour de l'esprit de Joy Boy, l'esprit d'un roi. Reste alors à découvrir quel véritable nom aurait le Gomu Gomu no Mi si ce dernier est bien le fruit dont parlait le Gorosei. Depuis le commencement de l'arc des empereurs, les fruits du démon artificiel ont fait leur apparition. On les nomme les Smiles. Créés à partir du sad symbolisant la tristesse, ces fruits deviennent alors des Smiles, le sourire. Et tout ceci provient des recherches effectuées par un scientifique nommé Vegapunk, autrefois membre du MAD, la folie. Ce projet fou de transformer la tristesse en sourire ne serait-il pas finalement lié à l'ultime fruit du démon de Luffy? En effet, le Gomu Gomu no Mi correspond au fruit du caoutchouc issu de l'arbre Evea, traduit en langue indienne, l'arbre qui pleure. Pourtant, le caoutchouc est bien l'atout de Luffy, lui permettant d'arborer un immense sourire, celui qui le caractérise tant et qui se traduit Nika. Et ce chapitre va illustrer parfaitement cette dualité. Dans un premier temps, le visage de Luffy est marqué par un sourire inversé. Puis lorsque les tambours résonnent dans la capitale, le sourire de Luffy réapparaît. Cette opposition constante entre la lumière et les ténèbres, la lune et le soleil, mais surtout le sourire et la tristesse sont omniprésents dans One Piece. D'autant plus quand cela concerne le thème de l'esclavagisme. Le marché aux esclaves illustre parfaitement cette dualité. On y aperçoit cet immense emblème du sourire barré, marquant le rejet envers le smile. Cette marque de joie si identifiable au dit. C'est pourquoi le véritable nom du Gomu Gomu no Mi pourrait inspirer cette dualité. Mon hypothèse est tout de même un peu plus grande que ça, c'est pourquoi elle nécessite une vidéo entière à ce sujet. Et comme cette review est déjà très longue, je pense qu'il est bon de s'arrêter ici. En tout cas, quel que soit le nom ou le pouvoir ayant fait réapparaître Joy Boy, ce chapitre marque ici une guerre sur le point de dépasser tout ce que nous pourrions imaginer. Nous sommes proches de découvrir les plus grands secrets de l'œuvre et qui mèneront Luffy à devenir le roi des pirates. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, c'était un grand chapitre qui méritait véritablement toute l'attention nécessaire pour une review. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pas de chapitre la semaine prochaine, mais pour vous consoler, la deuxième partie sur le secret de Laftel sur ma chaîne. Alors on se dit à vendredi 18h, et d'ici là n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.